Alors, bienvenue sur ce webinaire sur la Bretagne. Alors, comment vous allez? Comment ça va? Peut-être que vous pouvez me dire dans le chat où est-ce que vous êtes, peut-être dans quelle ville, dans quel pays vous êtes, pour voir un petit peu l'Est de la Pologne. Varsovie, Varsovie, super. Lublin, oh, ok, on reste en Pologne, Varsovie, Strasbourg, oh, France, super. Genève, oh, trop bien. Poznan, oula, ça fait beaucoup de villes. Gdansk, c'est ma ville préférée, Gdansk. Pepnik, Pologne, ah c'est super, il y a beaucoup d'endroits différents. Eh ben, bienvenue ici. Est-ce que vous apprenez le français, peut-être? Est-ce que vous apprenez le français peut-être à voilà? Quel niveau vous avez? Oui, je vois que des personnes qui apprennent le français. A2, B1, super. B1, ah, c'est super, il y a beaucoup de niveaux. Prof, très bien, C1, ok, des niveaux différents. A2, prof, B2, ok. Bon, bah, c'est très, très bien. Alors voilà, ok, A2, B1, A1. Alors, j'espère que c'est toujours bon le son. Donc, aujourd'hui, je vais vous présenter ma région qui est donc la Bretagne. N'hésitez pas à utiliser le chat pendant tout le webinaire. Dites-moi vos réactions, dites-moi ce que vous pensez, des images que vous voyez, des choses que je dis. Voilà, utilisez le chat, ce sera super. Alors, on va commencer tranquillement. Pour commencer, on va déjà parler de la géographie de la Bretagne. On va voir un petit peu où est-ce que c'est situé et comment c'est composé. La Bretagne, j'adore. Ah bah super, moi aussi. Alors, pour commencer, donc, comme vous pouvez le voir sur la carte en haut à droite, la Bretagne est située tout à fait à l'ouest de la France. C'est la région la plus à l'ouest. La Bretagne est composée de 4 départements. Vous avez le Finistère qui est sur la petite carte en bas à gauche, le Finistère qui est en violet du coup, qui est le département le plus à l'ouest. Ensuite, vous avez les Côtes-d'Armor qui est en orange sur la carte, qui est tout à fait au nord. Vous avez ensuite l'île-et-Vilaine qui est en vert sur la carte et qui est à l'est. Et enfin, vous avez le Morbihan qui est dans le sud de la Bretagne et qui est en jaune. La capitale, c'est Rennes. Il y a beaucoup de villes importantes en Bretagne. Peut-être que vous en connaissez d'ailleurs. Ici, il y a quelques exemples. Peut-être que vous connaissez déjà quelques villes bretonnes. Mais la capitale, en tout cas, c'est Rennes. Alors, pour la petite histoire, moi, je suis née à Vannes, donc qui est dans le Morbihan. Vous pouvez le voir sur la carte. C'est tout au sud de la Bretagne, c'est près de la mer. C'est une très jolie ville. Et donc, je suis née à Vannes et j'ai habité très longtemps là-bas. Alors, donc n'hésitez pas, je vois qu'il y a des personnes qui disent qu'ils ont des amis bretons. Ça, c'est super, la chance. Est-ce que vous vous souvenez où est-ce qu'ils habitent en Bretagne, peut-être? Peut-être le département ou la ville? Pour voir si c'est le même département que le mien. N'hésitez pas à me dire. Ok, alors, donc la région Bretagne, c'est une région qui est très populaire aujourd'hui. Il y a beaucoup de touristes étrangers et français qui viennent en Bretagne. Il y a aussi des professionnels qui viennent travailler en Bretagne parce que l'environnement est absolument incroyable. Et c'est ce qu'on va voir maintenant avec les paysages bretons. Oh, il y a des personnes, Saint-Brieuc, Rennes. Ah bah justement, Rennes, la capitale. Super, c'est très bien. Alors, les paysages bretons. Je vais essayer de vous montrer quelques paysages pour voir un petit peu à quoi ressemble la Bretagne. Alors, on va commencer avec le Morbihan, du coup, la région, le département que je connais le mieux. Alors, sur la petite carte en haut, vous pouvez voir donc que le golfe du Morbihan est situé tout au sud. C'est en rouge sur la carte. Donc, le golfe du Morbihan, c'est
une petite partie de l'océan qui s'installe dans les terres. Donc c'est très joli, c'est pas assez joli, c'est très joli. Et c'est un endroit que vous pouvez visiter à pied. Vous pouvez marcher tout autour du golfe du Morbihan. Il y a des balades possibles. Et vous pouvez aussi en profiter par la mer. Donc vous pouvez prendre un bateau. Il y a des bateaux exprès qui vous permettent de traverser le golfe du Morbihan et de profiter de toutes les îles qui sont à l'intérieur. C'est vraiment un endroit magnifique. Si à l'occasion vous venez dans le Morbihan, il faut voir le golfe du Morbihan. Est-ce que certains d'entre vous connaissent peut-être le golfe du Morbihan? C'est possible parce que c'est assez connu. Ou peut-être que vous avez déjà vu des images. Oh, j'ai passé les vacances à Sarzeau. En effet, c'est juste à côté, Sarzeau. C'est très, très bien. J'aime beaucoup Sarzeau aussi pour les plages. Ok, c'est super. Je vois que vous connaissez. N'hésitez pas à me dire quand vous connaissez un endroit, quand quelque chose vous plaît. Alors, on va continuer avec le Finistère, donc qui est tout à fait à l'ouest de la Bretagne. Est-ce que quelqu'un connaît la pointe du Raz, qui a une spécificité assez incroyable? Non, quelqu'un connaît la pointe du Raz. Ah, ça, c'est super. Oh, Roscoff. Ah bah oui, c'est dans le Finistère, en effet. Alors, la pointe du Raz, si vous regardez la petite carte en haut, c'est pile entre le violet et le bleu. C'est vraiment pile au milieu. Et la pointe du Raz, quand vous regardez l'image en bas à droite, vous voyez que ça fait une pointe. Et cette pointe, elle a été formée naturellement avec le temps, avec le vent et la mer. C'est ce qui rend ce lieu incroyable et unique. Et quand vous êtes à la pointe du Raz, vous êtes à peu près à 70 mètres au-dessus de la mer, ce qui est au final pas très haut. Et si vous allez tout au bout, vous êtes à 45 mètres au-dessus de la mer. Mais bon, c'est pas possible parce que c'est trop dangereux. Mais voilà, c'est un endroit qui est exceptionnel parce que c'est vraiment les dernières terres avant les États-Unis, probablement. C'est vraiment la toute fin de la France, donc c'est vraiment très joli, incroyable. Vous avez des petits chemins exprès qui vous permettent d'admirer le paysage et d'admirer cette formation de falaise unique au monde. Peut-être que ces paysages vous font penser à d'autres pays, peut-être à d'autres endroits que vous connaissez. Je vais vous parler de la côte de Granit Rose, on va en parler juste après. Est-ce que vous avez déjà vu ce genre de paysage, ce type de falaises peut-être qui sont très pointues, avec beaucoup de roches? C'est possible. Oui, ok. Ah, c'est super, très bien. Alors, je vois que Yann a parlé de la côte de Granit Rose. Alors, on va venir découvrir la côte de Granit Rose qui se situe dans les Côtes d'Armor. Donc, les Côtes d'Armor, c'est tout au nord donc, de la Bretagne. C'est situé en rose, c'est marqué en rose sur la carte. En Bretagne, les balades près de la mer sont très populaires. C'est quelque chose que tout le monde, beaucoup de familles font le week-end, pendant les vacances, se balader près de la mer. Et la côte de Granit Rose, c'est une des plus populaires et des plus belles de Bretagne. Alors je vois que quelqu'un connaît, oui, c'est unique, c'est sûr que c'est vraiment unique grâce à la couleur de ces roches qui est un peu brune rosée. Ça s'est formé naturellement et ça rend le paysage incroyable. Ça donne une ambiance un petit peu poétique, un petit peu romantique et c'est très agréable de se promener le long de cette côte et de prendre des photos. Si vous êtes amateur de photographie, c'est absolument super. Vous pourrez prendre plein de photos, même si vous y allez le matin. L'après-midi, la lumière sera différente et vous aurez vraiment vous verrez des choses incroyables. Donc j'imagine que ceux qui ont déjà vu la côte de Granit Rose parmi vous ont dû prendre de très jolies photos, je pense. Donc c'est très bien. Ok. Ensuite, on va continuer avec l'Ille-et-Vilaine. Donc on continue à faire notre tour de la Bretagne et on va s'arrêter en Ille-et-Vilaine, à Saint-Malo.
Alors, je vois juste une question. Oui, je vais parler des spécialités de la cuisine, mais un petit peu plus tard. Mais on va parler de la nourriture, évidemment. Alors, Saint-Malo, est-ce que certains sont déjà allés à Saint-Malo, peut-être? C'est une des villes, je pense, les plus connues en Bretagne. Vous avez Rennes, Brest, qui est très connue, et Saint-Malo. Oui, je vois beaucoup de oui, Corsair, oui, les Corsaires, je vais venir. J'étais à Saint-Malo. Ah, super. J'ai des amis là-bas. La chance. Vous avez beaucoup de chance d'avoir des amis en Bretagne. Ce sont des très bonnes personnes. Alors, en effet, donc, comme j'ai vu dans les commentaires, je vois Corsair. En effet, Saint-Malo, c'est une ville de marins. C'est une ville qui a inspiré beaucoup de poètes, beaucoup d'écrivains, beaucoup d'artistes. C'est vraiment la ville de la mer, la ville des marins. Donc là-bas, vous pouvez donc, comme vous pouvez peut-être le voir sur les images, c'est toute une forteresse. C'est une ville qui a cette particularité, elle est enfermée. Et donc, vous pouvez marcher tout le long, voilà la ville intramuros, vous pouvez marcher tout le long de cette ville et profiter du paysage, de la plage et de la mer et vous balader évidemment à l'intérieur de la ville. Donc ça, c'est vraiment bien. Vous pouvez aussi aller sur le port et regarder voilà, tous les bateaux et voir aussi les pêcheurs débarquer le poisson frais, qui est assez typique de Bretagne. On peut encore voir les pêcheurs revenir avec leur bateau et amener le poisson frais qu'ils viennent de prendre. Donc c'est vraiment une ville qui est superbe. Si vous avez l'occasion du coup d'aller en Ille-et-Vilaine, aller à Saint-Malo. C'est vraiment très très joli. Vous verrez plein de choses. Ok. Est-ce qu'il y a d'autres villes peut-être que vous avez visitées? J'étais témoin de la Grande Marée. Oh, la chance! Ça devait être très impressionnant. C'est vrai que la mer, ça fait partie du paysage principal de la Bretagne. Vous avez l'intérieur des terres et la mer, c'est vraiment ce qu'il y a de plus important pour les Bretons, je pense, une des choses les plus importantes. Donc c'est vrai que si tu as vu les grandes marées, ça a été super. Dinan. Ah, alors, Dinan, c'est juste à côté de l'Ille-et-Vilaine. Ah, c'est super ça. Dinan, Saint-Malo, tout ça, c'est très très joli. Ok. Alors, on va continuer. Là, on a essayé de voir quelques paysages pour que vous voyez un petit peu les côtes, un petit peu les plages bretonnes. On va continuer avec les activités touristiques. Donc, je vous ai déjà donné un petit peu des choses que vous pouvez faire, des petites marches, de la pêche, aller à la plage ou des choses comme ça. On va continuer pour voir qu'est-ce que vous pouvez faire un petit peu plus en détail dans cette jolie Bretagne. Oh, je vois les Malouinières, Lannion. Oh, c'est super ça comme ville. C'est des très belles villes, en effet. Ok. Alors, on va continuer notre tour de la Bretagne. On va continuer et rester dans l'Ille-et-Vilaine. Alors, on va aller à Cancale. Cancale, c'est une ville donc, qui est située tout au nord donc, de la Bretagne, qui est juste à côté de Saint-Malo, d'ailleurs. Et à Cancale, vous pouvez visiter la ferme marine. Alors, peut-être que certains d'entre vous connaissent la spécialité de Cancale. Qu'est-ce qu'on mange principalement à Cancale? Qu'est-ce qui est produit en Bretagne? Les moules? Ah non, c'est presque les moules, mais c'est pas les moules. Mais ça ressemble. Les huîtres, ouais, je vois huîtres, c'est exactement ça. La spécialité de Cancale, ce sont les huîtres, en effet. Et donc, si vous allez à la ferme marine, vous allez pouvoir avoir une visite guidée du monde ostréicole. Donc, l'ostréiculture, c'est tout ce qui concerne la culture des huîtres. Et vous allez pouvoir être avec un guide et il va vous expliquer un petit peu l'histoire de l'ostréiculture, l'histoire de l'élevage de l'huître, comment c'est arrivé un petit peu en Bretagne et aussi comment on élève des huîtres, parce que c'est un vrai métier qui est assez important et aussi un petit peu difficile. Et donc, ces personnes-là vont vous expliquer comment on élève des huîtres. Donc, c'est très ludique, c'est très accessible pour les enfants, pour les adultes, c'est très dynamique. Et surtout, le petit plus, c'est que à la fin, vous pouvez avoir une dégustation d'huîtres avec un petit verre de vin blanc. Donc, c'est très agréable, c'est prévu dans la visite. Et donc, vous pouvez comme ça déguster avec des professionnels les huîtres de Cancale. Vous avez aussi évidemment une petite boutique qui vous permet d'acheter des produits locaux, ce que vous avez pu découvrir avec les personnes.
Donc, n'hésitez pas à aller aussi sur le site internet de la ferme marine à Cancale. Vous pourrez voir les détails parce qu'ils proposent vraiment beaucoup, beaucoup d'activités. Il y a les visites guidées, mais aussi des choses au niveau des algues, tout ça. Donc, c'est vraiment super bien. N'hésitez pas à vous renseigner. C'est vraiment une très bonne expérience. Ensuite, on va continuer notre petit tour et nous allons retourner dans le Morbihan. Alors, Belle-Île-en-Mer. Est-ce que vous connaissez Belle-Île-en-Mer? Est-ce que vous savez aussi peut-être pourquoi cette île est très connue et très réputée? Il y a beaucoup de choses, mais la chanson. Merci. Est-ce que vous vous souvenez du titre de la chanson qui est absolument, ou peut-être du chanteur plutôt? Le titre, c'est Belle-Île-en-Mer et le chanteur, est-ce que vous le connaissez? Donc, en effet, Belle-Île-en-Mer, c'est l'île la plus grande de Bretagne. C'est pas Pierre Bachelet, c'est un autre qui s'appelle Laurent. Je vous donne un indice. Laurent quelque chose. Et donc ce chanteur, Laurent Voulzy, exactement. Magda, j'ai vu que tu as donné Voulzy, exactement. Laurent Voulzy a fait une chanson qui s'appelle Belle-Île-en-Mer. Et si vous avez l'occasion de l'écouter, allez-y. Et il a eu raison de faire cette chanson car Belle-Île-en-Mer est une île très très belle et où il y a beaucoup beaucoup de choses à faire là-bas. Donc vous pouvez y accéder avec des navettes, des bateaux qui sont faits pour faire la traversée. Donc depuis le continent, depuis la Terre, il faut compter à peu près 1 heure de traversée, plus ou moins. Ça va dépendre des vagues, ça va dépendre de la mer, de beaucoup de choses. Mais c'est plus ou moins 1 heure. Et arrivé là-bas, vous pouvez passer facilement un week-end, une semaine sur cette île et la découvrir pleinement. Ce qui est très populaire, peut-être que vous l'avez déjà fait si vous êtes allé déjà à Belle-Île-en-Mer, c'est de louer des vélos ou de louer des voitures pour faire tout le tour de l'île. Parce que c'est quand même une très grande île, donc à pied, c'est peut-être un petit peu long, c'est possible, mais c'est un peu long. Mais vous pouvez louer des petites voitures ou des vélos et donc profiter de tous les paysages, de la mer aussi. Vous pouvez aller à la plage, faire du kayak, de la plongée ou juste vous reposer, parce que c'est très bien aussi. C'est une île qui vous permet vraiment de prendre votre temps, de profiter des paysages, de marcher tranquillement, de faire les petits marchés, les boutiques, discuter avec les personnes, parce qu'il y a beaucoup de cafés aussi là-bas. Vous pouvez discuter avec les habitants et aussi aller vous reposer à la plage. Est-ce que les personnes qui sont allées à Belle-Île, vous aviez loué peut-être des voitures ou des vélos, ou peut-être que vous avez fait tout le tour à pied? Vous pouvez me dire des vélos? Ouais, ça c'est vrai que c'est super à vélo, surtout quand il fait très beau. C'est vraiment bien. Les voitures aussi, c'est pas mal. Ça permet d'aller un petit peu plus vite si vous avez moins le temps, si vous restez un week-end ou une journée. La voiture, c'est peut-être plus rapide. Mais les vélos, c'est vraiment bien. Ok. Donc, bonjour à ceux qui arrivent maintenant. Bienvenue sur mon webinaire. Alors, voilà pour Belle-Île-en-Mer. Donc, n'hésitez pas si vous avez des réactions. Continuez à utiliser le chat, c'est super. Alors, on va continuer avec toujours le Morbihan et les alignements de Carnac. Donc Carnac, c'est une petite ville qui est pas très loin de Vannes, pour le coup, qui est aussi tout proche de la mer. Est-ce que certains d'entre vous connaissent Carnac peut-être et ses alignements? Est-ce que vous connaissez le nom de ces roches? Parce que là, j'ai marqué les alignements de Carnac, les menhirs par Obélix. Voilà, exactement, j'allais vous poser la question, mais c'est super. En effet, ce type de roche, ça s'appelle des menhirs. Donc. Et ça a été très souvent représenté avec Obélix qui le porte sur son dos. Et en effet, c'est assez typique. En Bretagne, vous pouvez en trouver un petit peu partout. Vous avez des menhirs partout en Bretagne. Et à Carnac, on peut en compter 3000. Il y a vraiment 3000 menhirs, ce qui est assez impressionnant. Et ce qui est surtout incroyable avec ces menhirs, c'est qu'on n'a aucune idée de pourquoi ils sont là, qui les a emmenés et comment surtout ils ont été emmenés là. Donc c'est le point de départ de beaucoup de légendes, de beaucoup d'histoires. La Bretagne est une terre de légendes. On aime beaucoup imaginer des choses. Et avec les menhirs, il y a plein d'histoires
raconter aux familles, aux enfants. Certaines personnes disent que ce sont des anciens soldats qui ont été transformés en pierre et aujourd'hui qui restent ici. D'autres personnes disent qu'il y a des trésors cachés en dessous de ces pierres, mais si quelqu'un cherche à récupérer le trésor, il disparaît. Donc c'est vraiment sympa. Vous pouvez vous marcher entre les menhirs. Sur l'image, vous pouvez voir que vous avez des petits chemins. Donc c'est vraiment agréable. Vous pouvez marcher entre les menhirs. Ça dure à peu près 3 ou 4 heures. Donc c'est un petit peu long. Après, voilà, c'est libre. Vous pouvez juste marcher et vous imaginer vos propres histoires. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui ont vu ces menhirs. Donc c'est super. Est-ce que vous avez trouvé ça impressionnant? Je pense que c'est quand même incroyable de voir ça. Peut-être que vous avez des idées de pourquoi ces menhirs sont venus. Est-ce que vous avez peut-être des suppositions pourquoi ils sont là et qui les a emmenés surtout? Alors c'est pas Obélix qui les a emmenés, même s'il en serait capable. Mais oui, c'est magnifique. Ça, je suis tout à fait d'accord. Donc ça, le Carnac, c'est juste à côté de là où j'ai vécu pendant des années. Donc c'est quelque chose que j'ai vu très régulièrement pendant mon enfance et adolescence aussi au passage. Donc voilà, donc n'hésitez pas à aller voir ça aussi, c'est vraiment très atypique et très typique aussi. Ok, alors on va continuer avec les côtes d'Armor. Donc on passe du sud au nord, on fait un grand vol et on arrive à Cavan, dans un parc de loisirs qui s'appelle le Centre de découverte du son. Donc ça, c'est un parc de loisirs en pleine nature. C'est ce qui fait sa popularité d'ailleurs. C'est en pleine nature, c'est dans une forêt. Et l'objectif un petit peu de ce centre de découverte, c'est de découvrir les sons, s'éveiller un petit peu à l'écoute à travers des infrastructures assez incroyables et très diverses. Donc vous pouvez voir sur les images, vous avez des rondins de bois, vous avez comme des petites grottes. Et toutes ces structures vous permettent de découvrir un petit peu le son de manière très différente. Donc ça, c'est très bien à faire en famille. C'est super pour les enfants, c'est super pour les adultes aussi, parce que vous pouvez découvrir plein de choses et surtout être en pleine nature. C'est toujours très, très bien. Vous remarquerez de toute façon tout au long de ce webinaire que la Bretagne, c'est vraiment centré sur la nature. On est toujours près de la mer ou près des arbres, mais il y a toujours de la nature quelque part. Et c'est ça qui est très, très agréable. Ok, alors on va continuer tranquillement notre visite avec toujours les Côtes d'Armor et le village gaulois à Pleumeur-Baudou. Alors Pleumeur-Baudou, c'est vraiment une toute petite ville. C'est pas très connu, c'est vraiment une petite ville de Bretagne. Mais même si c'est une petite ville, elle offre ce petit parc d'attractions qui s'appelle donc le village gaulois, qui n'a rien à voir avec Astérix et Obélix. Là-bas, c'est juste une reconstitution d'un village typique gaulois. Et si vous allez là-bas, vous pourrez un petit peu découvrir comment vivaient les Gaulois à l'époque, un petit peu les traditions, comment étaient les maisons, voilà, quelles activités ils pouvaient faire. Et donc, vous pouvez passer une journée là-bas, une après-midi, et il y a plein de jeux de proposer, d'activités, comme vous pouvez le voir sur l'image, avec des petits bateaux. Et donc, c'est pareil, c'est en pleine nature, donc vous pouvez aussi simplement vous poser sur un banc et regarder les personnes autour de vous, regarder les arbres, juste les infrastructures, et c'est très, très joli. Et si jamais, vous avez aussi un petit restaurant qui s'appelle le Menhir Gourmand. Je trouve le nom assez amusant. Et donc, vous pourrez vous restaurer avec des spécialités de Bretagne dont on parlera un petit peu plus tard. Ok. Est-ce que vous avez peut-être quelque chose qui vous donne envie de visiter un petit peu ces différentes attractions touristiques? On va continuer encore un petit peu, mais est-ce qu'il y en a une qui vous intéresse peut-être particulièrement, que peut-être que vous ne connaissiez pas ou que vous avez envie de découvrir ou que vous connaissiez peut-être? Il y avait certains qui connaissaient Belle-Île-en-Mer. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà testé peut-être le village gaulois
ou le centre de découverte du son? Bréa, ouais, Bréa, c'est très joli. Ouh là là, c'est vrai que il y a beaucoup de choses à dire sur la Bretagne. Ok, alors, on va arriver sur deux sujets qui sont un petit peu, qui sont très discutés en Bretagne. Alors, le premier, c'est le sujet de la Loire-Atlantique. Peut-être que certains d'entre vous ont déjà entendu l'histoire entre Bretagne, Loire-Atlantique. Parce que vous allez me dire, la Loire-Atlantique, c'est pas en Bretagne. Mais il y a une petite histoire avec. Certaines personnes pensent que la Loire-Atlantique doit faire partie de la Bretagne. Et certaines personnes pensent que la Loire-Atlantique, non, non, c'est la Loire-Atlantique, c'est pas pour les Bretons. Personnellement, je pense que la Loire-Atlantique, elle est bien à côté. Mais pour moi, ce n'est pas la Bretagne, mais c'est tout à fait personnel. Après, il n'y a aucune guerre là-dessus. C'est assez amusant. Chacun a un petit peu son avis différent. Il n'empêche que à Guérande, qui est une ville située à la frontière, donc entre les deux régions, vous avez les salines. Les salines, ce sont les lieux où on produit le sel. Le sel de Guérande qui est très réputé mondialement, évidemment. Sûrement que vous en avez déjà acheté ou goûté d'ailleurs. Et donc, si vous allez dans les salines de Guérande, vous pourrez découvrir la production du sel, le métier de paludier, qui est donc les personnes qui produisent le sel, qui récupèrent le sel et qui le traitent pour qu'il soit comestible ensuite. Et donc, vous pourrez discuter avec les éleveurs, avec les personnes qui vont vous raconter un petit peu l'histoire du sel de Guérande, qui vont vous parler de leur métier. Et vous pourrez évidemment emporter avec vous du vrai sel de là-bas. Donc, c'est une expérience assez atypique aussi. C'est vraiment super bien. Donc, vous pouvez y aller. Et on va terminer avec quelque chose que je pense beaucoup de monde connaît. C'est le Mont-Saint-Michel. Alors, je vais quand même poser la question, qui est allé au Mont-Saint-Michel ici? Je pense que beaucoup de personnes, oui, moi, ouais. C'est un lieu qui est extrêmement populaire. En effet, le Mont-Saint-Michel, c'est vraiment très joli. 3 fois, oh, ça c'est super. Et comment vous êtes allé au Mont-Saint-Michel? Est-ce que vous avez pris une voiture? Est-ce que vous avez pris un bus peut-être? Ou à pied? C'est possible. À pied? Oh, ça c'est super. En bus, voiture, ouais. Bus et voiture, oh, bah, c'est bien. C'est vrai que pour accéder au Mont-Saint-Michel, vous avez plusieurs possibilités. Donc, comme on a vu dans les commentaires, il y avait, donc, vous pouvez prendre la voiture, vous pouvez prendre le bus, vous pouvez prendre les motos, c'est possible aussi, et vous pouvez aller à pied. Donc, il y a des endroits, des chemins spécialisés pour rejoindre ce magnifique fort du Mont-Saint-Michel. Donc, voilà, c'est un endroit qui est très typique. Et si vous regardez sur la carte en haut, vous voyez pareil qu'il est pile à la frontière entre la Normandie et la Bretagne. Et c'est ça aussi qui rend ce lieu assez amusant pour les Bretons et les Normands, parce qu'il y a toujours cette petite dispute aussi de savoir est-ce que le Mont-Saint-Michel, c'est normand ou est-ce que c'est breton? Alors, historiquement, il y a eu des liens avec la Bretagne. Donc, officiellement, ça appartient à la Normandie. Mais voilà, il y a toujours une très bonne entente entre les deux régions pour se dire, OK, c'est en Normandie, mais c'est aussi un petit peu à la Bretagne. Et quand vous allez dans le Mont-Saint-Michel, il y a beaucoup de références à la Bretagne. Vous avez la nourriture, vous avez les drapeaux. Donc, c'est vraiment un lieu qui est assez sympa pour les deux régions. C'est ce qui nous permet aussi de faire ce lien et de créer une amitié un petit peu entre les deux régions. Ok, donc là, il y a quand même beaucoup de personnes qui ont visité le Mont-Saint-Michel. C'est vrai que c'est quand même une très belle attraction touristique. Est-ce qu'il y a des choses que vous avez fait en particulier là-bas? Il y a quand même beaucoup d'activités de proposer, mis à part prendre des photos. Je sais qu'il y a des musées. Il y a un musée qui est là-bas. Il y a l'abbaye aussi que vous pouvez visiter. Qu'est-ce que vous avez fait quand vous étiez au Mont-Saint-Michel? Vous pouvez peut-être me dire dans les commentaires. C'est vrai que la Bretagne, c'est super. Pour prendre des photos, il y a toujours plein d'endroits. Marcher dans les ruelles, ça, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est comme à Saint-Malo. Vous avez toute la forteresse, mais vous pouvez aussi simplement déambuler dans les rues et c'est super. Et en effet, au Mont-Saint-Michel, c'est pareil. Marcher dans les petites rues, c'est vraiment très joli.
visiter la ville, évidemment. C'est quand même ce qu'il y a de plus facile même à faire. Après, vous avez donc l'abbaye et le musée aussi que vous pouvez faire. Ok, bon, bah, c'est super, très très bien. Alors, on va continuer ensuite avec la dernière activité que vous pouvez faire dans toute la Bretagne. Là, il n'y a pas d'endroit spécifique, il faut juste de l'eau. Donc ça se fera sur toute la côte bretonne. Et c'est ce qu'on appelle la pêche à pied. Alors ça, c'est une activité que beaucoup de familles font. Des familles bretonnes font toute l'année. Moi, j'ai beaucoup fait ça quand j'étais enfant et c'est quelque chose qui est génial. Donc l'idée, ça va être de ramasser des petits coquillages, des mollusques, des petits crustacés dans le sable ou dans la mer. Mais pour les attraper, il faut faire attention à quelque chose qui est très typique de la Bretagne, ce sont les marées. Les marées, je vais expliquer rapidement ce que c'est pour être sûr. Donc, en Bretagne, vous avez ce phénomène où de temps en temps, la mer va s'éloigner très très loin. Et donc là, si vous voulez vous baigner, ce n'est pas possible, ou alors il faut vraiment marcher très longtemps. Et vous avez les moments où vous avez la marée haute, où la mer va remonter, et là, vous pourrez vous baigner tranquillement. Donc, pour faire la pêche à pied, il faut attendre que la marée soit basse, donc qu'elle parte assez loin. Pour savoir quand est-ce qu'elle est basse ou quand est-ce qu'elle est haute, vous pouvez demander à l'office de tourisme. Ils ont toutes les horaires, ou vous pouvez trouver aussi sur Internet, il n'y a aucun problème, c'est très accessible. Mais à l'office de tourisme, ils pourront vous conseiller, vous donner les meilleurs lieux et surtout vous donner les recommandations aussi. Parce qu'il y a quand même quelques réglementations quand vous faites la pêche à pied. Il faut faire attention à la quantité et il faut faire attention aussi à la taille des choses que vous ramassez. Parce qu'il y a certaines, si c'est trop petit, il faut laisser dans la mer ou dans le sable pour faire attention à la nature. Ok. Est-ce que certains d'entre vous ont déjà testé la pêche à pied peut-être ou ont déjà vu des personnes le faire? Parce que c'est quelque chose vraiment qui est très très populaire aujourd'hui. Ouais. Je vois, Elžbieta, tu as déjà vu? Est-ce que tu l'as déjà fait ou est-ce que vous avez vu des gens le faire? C'est vraiment super à faire avec des enfants ou même voilà, en étant adulte. C'est vraiment génial. Vous voyez les petits animaux qui sortent du sable comme ça et vous avez juste à attraper avec un seau, avec des gants. C'est vraiment très très bien. Ok, alors j'ai vu plusieurs fois, il faut avoir des outils spéciaux. Oui, en effet. Alors vous pouvez prendre avec vos mains, mais il faut faire attention parce que parfois vous pouvez vous couper. Donc, soit vous prenez une petite épuisette, comme vous voyez sur l'image de la petite fille en haut, elle a une petite épuisette, ça c'est pour les petites crevettes ou les petits crabes, ou sinon vous prenez des gants et ce sera très très bien. Il faut faire attention aussi aux pieds, il vaut mieux avoir des bottes ou des chaussures un petit peu solides pour ne pas vous couper, par exemple avec les huîtres ou les petits coquillages qui peuvent être un petit peu pointus. Ok, vous ramassez des coquillages. Ah ouais, ça c'est vraiment très bien. Ok, alors on va continuer tranquillement et on va voir un dernier point sur les activités touristiques un petit peu à faire en Bretagne et on va parler des festivals. Est-ce que vous connaissez des festivals en Bretagne qui sont réputés? Il y en a un qui est assez connu, enfin, qui est connu mondialement d'ailleurs, ça va être le interceltique. Ah, c'est pas celui-là que je pensais, mais on va en parler. La musique celtique, ouais. Alors, on va parler du festival interceltique, mais on va commencer avec le festival des Vieilles Charrues, qui se situe à Carhaix, dans le Finistère. C'est un festival qui est vraiment très, très grand. C'est le plus grand de Bretagne. Cette année, par exemple, vous allez avoir comme groupe, il y a Robbie Williams qui va venir. Vous allez avoir les Red Hot Chili Peppers aussi qui vont venir cet été. Et en groupe français, vous avez Big Flo et Oli, vous avez Aya Nakamura, Chaka Ponk. Il y a vraiment des centaines d'artistes qui viennent sur scène se produire pendant 5 jours. Donc c'est vraiment un très très gros festival en Bretagne qui est très important et qui amène toujours beaucoup de monde. Donc cette année, c'est le 13, 14, 15, 16 et 17 juillet. Donc vous pouvez prendre vos places sur Internet, sur le site des Vieilles Charrues. Et vous pouvez prendre juste pour 2 jours, 4 jours, 5 jours, 1 jour. C'est très libre. Et donc, on va continuer avec donc, le festival
interceltique de Lorient. J'ai vu dans les commentaires que certains d'entre vous le connaissaient. Cette année, le Festival interceltique de Lorient, c'est sur le thème de l'Irlande. Donc chaque année, il y a un pays ou une région qui est mis à l'honneur. Et donc le Festival interceltique, c'est pas seulement la Bretagne, c'est tous les pays celtes. Donc cette année, c'est l'Irlande, il y avait eu l'Australie, il y a eu l'Écosse, il y a eu le Pays de Galles, il y a eu les Asturies aussi en 2022. Donc c'est vraiment un événement incroyable qui se passe donc dans le Morbihan. Ça se passe en 2 étapes. Vous avez premièrement un défilé dans les rues, comme vous pouvez voir sur la petite photo à gauche. Vous avez toutes les personnes qui vont défiler, qui vont danser, qui vont montrer les costumes. Et dans un deuxième temps, vous avez un grand concert qui est organisé, qui est aussi diffusé à la télé d'ailleurs. Et donc là, vous allez vraiment pouvoir admirer les costumes traditionnels de tous les pays celtes et entendre aussi de la musique et les instruments de musique typiques celtes et notamment bretons aussi. Donc c'est un festival qui est vraiment très important et qui est très très dynamique. C'est vraiment un événement exceptionnel. Alors si vous y allez, faites attention, il y a toujours beaucoup de monde. Donc allez-y à l'avance, c'est mieux. Mais c'est vraiment quelque chose à faire. Pour les personnes qui ont déjà été, c'était quelle thématique que vous avez vu? C'était quel pays qui était mis à l'honneur quand vous y êtes allé? Là, cette année, c'est l'Irlande. Est-ce que vous avez vu d'autres pays, peut-être? Il y a eu voilà, plusieurs pays qui ont été mis à l'honneur et tous les ans, ça change. Donc, c'est vraiment super à découvrir. Alors, j'ai vu aussi dans les commentaires que vous avez parlé des fest-noz. Alors, je trouve ça super que vous connaissiez les fest-noz, parce que c'est quand même pas très célèbre. Donc, les fest-noz, ça se célèbre dans toute la Bretagne. C'est pas seulement sur les côtes, c'est aussi dans les terres, c'est partout. C'est une sorte de bal, en fait. C'est un petit bal pour célébrer vraiment la culture bretonne et la musique bretonne. Donc, ça se fait dans des petites salles. C'est pas des grandes salles de concert, c'est dans des petites salles municipales. Dans des lieux, ça peut être aussi des grands événements, mais ça peut être aussi un peu plus intimiste, on va dire. Et donc, les personnes se réunissent pour danser, pour chanter en breton et pour voilà, célébrer un peu cette culture. Donc, oui, en effet, ça peut être aussi dans la rue. Ça se vraiment, les fest-noz, ça se fait partout. Noz, pour la précision, en breton, ça veut dire nuit. Donc, généralement, c'est des soirées. Du coup, ça se fait généralement la nuit. Voilà, c'est une petite tradition bretonne où vous pouvez découvrir les danses bretonnes qui sont quand même assez originales. Et donc, pendant que vous êtes dans ces fest-noz, vous pouvez donc danser, chanter, et vous pouvez aussi manger, évidemment. Et c'est ce qui m'emmène à la prochaine étape de notre découverte de la Bretagne, qui est la nourriture bretonne. Et là, c'est quelque chose, les crêpes. Voilà, déjà, j'allais vous poser la question, qu'est-ce que vous connaissez comme nourriture bretonne? Je vois crêpes, galettes, ça c'est super, très bien. Les crêpes bretonnes, oui, c'est vraiment la chose principale. Caramel beurre salé, Queen Amand, ouais, l'andouille, oh, super. Il faut savoir qu'en Bretagne, on aime beaucoup manger, comme en France d'ailleurs. Mais en Bretagne, on aime beaucoup la nourriture et on aime beaucoup ce qui est à base de beurre et de sucre. Alors, on va faire une petite activité. Les fraises de Plougastel, oh oui, Plougastel, donc c'est dans le Finistère. Ce sont les meilleures fraises, évidemment. Alors, ici, vous avez une petite activité donc, qui va être assez amusante. Donc, vous avez les plats typiques, vous avez les noms en polonais, si jamais ça peut vous aider. Et l'idée, c'est de relier un petit peu qu'est-ce qui correspond à quoi. Donc, je vois qu'il y en avait déjà certains qui connaissaient. Donc là, ce sont seulement des plats salés. La complète, oui, c'est la galette complète, en effet. Alors, les produits principaux en Bretagne, ça va être principalement du coup de la viande, de la charcuterie et du poisson ou des fruits de mer. C'est vraiment vu qu'on a une terre de marins, on aura toute l'accessibilité donc aux poissons, à tout ce qui vient de la mer, et aussi on a une terre qui élève beaucoup les porcs, aussi les cochons. Donc vous trouverez beaucoup de plats à base de viande et de poisson, mais si vous êtes végétarien, il n'y a aucun problème, il y a toujours des possibilités de trouver des choses très bonnes, il n'y a aucun problème. Donc je vois qu'en effet vous avez trouvé la première qui est la galette.
à ne pas confondre avec les crêpes. On en reviendra, c'est très important de faire la différence. Donc, vous avez les galettes en A, l'andouille en C, qui est donc une charcuterie, les sardines en D, ouais, ça c'est les petites sardines que vous pouvez manger au barbecue ou en boîte, les fruits de mer en B, donc ça vous en trouvez très facilement dans les restaurants, des fruits de mer, ou vous pouvez aussi aller en poissonnerie, ils peuvent vous composer votre plateau de fruits de mer. Donc ça c'est très populaire. Et en dernier, le pâté enaf, qui est juste un pâté classique à base de porc. Il n'y a pas de goût particulier. Vous pouvez en trouver en Pologne. J'en ai trouvé, donc il y en a dans les magasins un peu typiques français ou même peut-être dans les carrefours, c'est possible. Mais j'en ai déjà trouvé en Pologne, donc si vous voulez goûter, n'hésitez pas. C'est un petit pâté sympa, breton. Et on va continuer avec donc, les plats sucrés. Donc vous avez les crêpes, le kouign-amann, les palais bretons et le phare breton. Leclerc, oui, c'est possible. Je pense Leclerc, Carrefour, vu que c'est des enseignes françaises, c'est fort possible que vous trouviez du pâté naf. Même des sardines et des galettes, vous pouvez en trouver. Alors, ici, est-ce que vous avez déjà goûté une de ces spécialités? Alors, j'ai vu que tout à l'heure, il y a des personnes qui ont parlé du kouign-amann, qui veut littéralement dire gâteau beurre. C'est très représentatif des Bretons. Alors, du coup, vous avez les crêpes qui sont tout en haut, c'est la lettre B. Donc, les crêpes, c'est seulement sucré. C'est une grande différence qui est importante. Les crêpes, c'est seulement avec du chocolat, avec du beurre, avec de la confiture, mais pas de choses salées. Et les galettes, c'est avec du jambon, des œufs, des poireaux, ce que vous voulez. Le kouign-amann. Donc, le kouign-amann, c'est vraiment un petit gâteau, une petite pâtisserie où il y a principalement du beurre, du sucre et un petit peu de farine. C'est très bon, mais par contre, il faut en manger un. Et après, c'est fini. Donc, le kouign-amann, c'est le C. Ensuite, vous avez les palais bretons qui sont la lettre D. C'est des petits gâteaux secs, tout simplement à base de beurre, évidemment. Et enfin, vous avez le phare breton qui est un plat très typique breton. Toutes les familles quasiment cuisinent le phare breton. C'est un plat un petit peu qu'on peut manger le week-end, le dimanche, avec des amis pendant le café. C'est vraiment voilà, assez typique. Et dedans, vous avez, ce ne sont pas des raisins, mais ce sont des pruneaux. Donc voilà, là, je vous ai présenté quelques plats assez typiques. Évidemment, il y en a plein d'autres, mais ce sont, je pense, les principaux. Et on va terminer avec les boissons. Alors, j'ai vu que tout à l'heure, quelqu'un m'a parlé du chouchen. Et oui, le chouchen, c'est ce que vous trouvez au milieu. C'est la deuxième image. C'est un alcool qui se boit un petit peu au cours du repas. C'est un petit peu fort quand même. C'est à base de miel. Donc, c'est un alcool qui va se boire un petit peu comme une bière, si vous voulez. Ça se mange au cours du repas. Ça se boit, pardon, au cours du repas. En premier, vous avez le cidre brut. Vous avez aussi le cidre doux qui est un petit peu moins fort, moins alcoolisé, qui est assez typique de la Bretagne. Et vous avez la troisième image qui est le lambic de Bretagne. Donc ça, c'est un alcool qui est très très fort et qui se boit plutôt en fin de repas pour digérer, pour aider à la digestion. Peut-être que vous avez déjà goûté certaines de ces boissons. Est-ce que vous avez aimé d'ailleurs goûter peut-être le cidre ou le chouchen? Et juste pour la petite blague aussi, pour l'anecdote, donc en Bretagne, étant donné qu'on aime notre région, on a créé notre propre marque de Coca-Cola, de Schweppes et d'Ice Tea qui s'appelle donc le Braise Thé, le Braise Cola et le Braise Agrumes. Braise, ça veut dire Bretagne en breton. C'est un mot que vous retrouverez très régulièrement quand vous irez en Bretagne. Et donc, on a créé nos propres boissons. Donc, c'est assez original. Les autres régions trouvent ça assez étrange aussi. Mais nous, on est assez fiers, donc on fait nos propres boissons. Alors, a priori, le goût est différent. Certaines personnes ont dit le Brescola est meilleur, mais je pense que c'est des Bretons qui ont fait le sondage et qui ont dit le Brescola, c'est meilleur. Moi, je ne vois pas une grande différence, mais a priori, il y en a une petite. Mais ce sera l'occasion de goûter. Mais en vrai, c'est assez similaire quand même. Ok, alors du coup, on a terminé sur la nourriture. Est-ce qu'il y a quelque chose que vous voudriez goûter, redécouvrir peut-être? Peut-être qu'il y a des choses que vous avez mangées quand vous étiez en France ou en Bretagne et que vous voulez goûter à nouveau. On a vu plein de choses. Donc, on a vu le salé, on a vu le sucré, les boissons, tout. Oui, j'avoue, tout donne envie.
C'est de la nourriture qui est très copieuse, mais qui est très bonne. J'adore les crêpes, oui. Et surtout, j'en ai pas parlé, mais c'est vrai qu'en Bretagne, donc, vous avez les crêperies qui vous proposent donc de goûter le cidre, les galettes, les crêpes. Donc ça, c'est vraiment bien. J'adore les fruits de mer. C'est vrai que les fruits de mer, c'est très bien l'été au bord de la mer. C'est toujours agréable. Ok, alors on va continuer avec les personnalités bretonnes, parce que oui, en Bretagne, il y a certaines personnes qui sont connues. Est-ce que vous pouvez peut-être deviner le lien qu'il y a entre Yann Tiersen et le fabuleux destin d'Amélie Poulain? Pourquoi il y a l'affiche du film et pourquoi il y a lui? La musique. Exactement. On a eu directement la bonne réponse. Merci Renata. Donc, en effet, Yann Tiersen, c'est la personne qui a fait la musique du film Amélie Poulain. Et il vient du Finistère. Il était né dans le Finistère. Donc, il a été récompensé par cette musique qui, je trouve, quand même magnifique. Je ne sais pas ce que vous en pensez, est-ce que vous vous souvenez un petit peu de la musique du film? Et donc, c'est un Breton qui l'a faite, qui l'a composée, et il a reçu un César pour ça, grâce à sa musique. Donc, c'est vraiment une des personnes les plus importantes en Bretagne. Il est très connu et très aimé, aussi très apprécié, évidemment. Alors, on va continuer avec une deuxième personne qui est moins connue, mais qui est quand même importante. C'est Angela Duval, qui est née en 1905 et qui est décédée en 1981. Angela Duval, elle est connue parce que c'est une des rares poétesses contemporaines qui écrivait encore en breton. Généralement, les personnes, au fil du temps, ont abandonné un petit peu le breton pour garder le français. Et elle, elle a continué à promouvoir la langue bretonne. C'est ce qui l'a rendue célèbre et qui l'a rendue vraiment très populaire. Aujourd'hui, ses ouvrages sont traduits dans plusieurs langues. C'est traduit en français, mais aussi dans d'autres langues. Donc, c'est vraiment super. Il y a beaucoup d'écoles, de rues qui portent son nom. Donc, c'est vraiment une figure importante de la Bretagne. Alors, je ne vais pas parler de Jacques Cartier parce qu'il y a beaucoup trop de personnes. J'ai choisi une dernière personne, mais en effet, Jacques Cartier est aussi une personne de la Bretagne. Je vais terminer avec Nolwenn Leroy. Est-ce que vous connaissez Nolwenn Leroy, qui est une chanteuse française? Elle est née dans le Finistère aussi, à Saint-Renan. Oui, j'adore. Ah, super. Ah, vous connaissez Nolwenn Leroy. Ah, bah, c'est trop bien. Donc, c'est une chanteuse qui a fait la Star Academy, si jamais vous connaissez cette émission. Et en 2012, elle a sorti un album qui s'appelle Bretonne, où elle revient un petit peu sur ses origines bretonnes. Et donc, dans cet album, elle reprend des classiques de la chanson, qui sont généralement très connus par les Français et par les Bretons. Je vous ai mis quelques exemples à droite. Donc, vous avez Trimatelot, La jument de Michau, Le Bagad de l'Anne Bioué, Dans les prisons de Nantes. Donc ça, c'est des chansons qui sont très connues. Et ce qui est particulier avec cet album, c'est qu'elle chante en français, en breton, en anglais et en gaélique irlandais aussi. Donc n'hésitez pas à écouter son album, c'est disponible sur YouTube. Et donc comme ça vous permettra d'entendre un petit peu la langue bretonne. C'est vraiment un chouette album, c'est très joli, elle représente très très bien la Bretagne. Donc c'est vraiment très bien. Je vois qu'il y a plusieurs personnes qui la connaissent, donc c'est vraiment bien. Ok, alors les personnalités françaises, donc bretonnes, pardon, donc on en a vu 3, donc il y en a d'autres aussi, mais j'essaie de prendre un petit peu quelques-unes des plus connues. Il y a Mano, évidemment, vous avez Mano, vous avez Matmata, vous avez Étienne Dao aussi, qui est breton. Voilà, il y a beaucoup de personnes qui sont nées en Bretagne, évidemment, donc, et qui sont aujourd'hui connues, donc c'est vraiment super. Alors, on va continuer justement avec la langue bretonne, qui est une langue qui est très particulière. Aujourd'hui, elle est un petit peu parlée en Bretagne. Il y a plusieurs personnes qui la parlent, mais ça n'a pas toujours été le cas. Dans l'histoire, elle a un petit peu souffert. Ça a commencé au début du XXe siècle. Vous avez peut-être entendu parler de la débretonisation. C'est un moment donné où en France, on interdisait les langues régionales. On disait il faut que tout le monde parle français et les langues régionales, on doit les abandonner. Et c'est ce qui est arrivé donc au Breton au début du XXe siècle, où le ministre de l'Éducation lui-même avait dit pour l'unité linguistique de la France, la langue bretonne doit disparaître. Et donc ce qui est arrivé, c'est que dans les églises et dans les écoles, les personnes qui parlaient breton n'avaient plus le droit de parler
cette langue. Ma mamie, par exemple, ma grand-mère, elle a vécu à cette période parce que ça a duré quand même assez longtemps. Ça a duré que plusieurs années. Et ma mamie, quand elle allait à l'école, si elle parlait breton, elle se faisait taper sur les doigts, elle avait vraiment des sanctions. Donc cette politique a eu un effet assez grand sur la langue bretonne parce que les personnes, du coup, ont intégré que le breton, c'était pas bien, c'était pas une bonne langue. Donc on ne l'apprenait plus. Et surtout, il y avait beaucoup de clichés qui étaient véhiculés sur les Bretons, comme quoi on était rustre, on était sale, on était méchant, on n'était pas éduqué. Donc la Bretagne a beaucoup souffert de cette politique de débretonisation. Mais aujourd'hui, je vois que une personne, Renata, a dit qu'on enseigne le breton. Et en effet, aujourd'hui, le breton est de plus en plus populaire. Il y a environ 207 000 locuteurs, ce qui est quand même beaucoup. Ça représente 5,5% de la population, donc c'est quand même assez énorme. Et en effet, cette langue est de plus en plus populaire grâce aux écoles d'Iwan. Donc les écoles d'Iwan, ce sont des écoles bilingues, français et breton. Donc l'enseignement est fait dans les deux langues. Vous avez 47 écoles dans toute la Bretagne, 6 collèges et 2 lycées. Et donc en 2022, vous aviez 4045 élèves qui apprenaient le français et le breton en même temps. Moi, je n'ai pas été dans ce type d'école, mais c'est vrai que j'en ai beaucoup entendu parler. J'ai rencontré plusieurs personnes qui ont fait ces écoles et je trouve que c'est vraiment bien. Ça permet de promouvoir cette langue et de continuer voilà, à la parler et surtout à ne pas la perdre. Ok. Alors, est-ce que vous aviez peut-être déjà entendu parler de cette politique de on oublie la langue bretonne et le français, c'est le plus important? Je pense que c'est possible. C'était, ouais, je vois des oui. C'est vrai que c'est quelque chose qui est assez. On a beaucoup parlé, mais ça a été assez difficile pour les Bretons, mais aujourd'hui, ça va mieux. Ok, alors on va continuer avec justement une petite activité sur la langue bretonne. Je vais vous mettre des mots en breton et vous devez essayer de deviner ce que ça veut dire. Alors, on va commencer avec des maths. Des maths, est-ce que ça veut dire super, bonjour ou santé? À votre avis, A, B ou C? Bonjour, ça peut être bonjour. C'est quelque chose en effet qu'on va dire au début d'une conversation. Ah, on a un petit super, ça pourrait, des maths. Alors, je vais vous donner la réponse. Des maths, ça veut dire bonjour. Si vous voulez dire bienvenue, ce sera déguemer mat. Donc ça ressemble un petit peu à ce mot, mais des maths, en tout cas, ça veut dire bonjour. Ensuite, braise, qu'est-ce que ça veut dire? Bretagne, mer ou sardine? Ça, c'est quelque chose que je vous ai dit tout à l'heure. Oui, en effet. Braise, ça veut dire Bretagne. Ensuite, trougarez, est-ce que c'est non, est-ce que c'est oui ou est-ce que c'est merci? Donc, on a vu des maths, braise, je vois des C, mais vous êtes bilingue breton. Est-ce que vous avez été dans des écoles d'Iwan? C'est incroyable. Oui, en effet, trougarez, ça veut dire merci. Super. Ensuite, que veut dire Queen ou Queen? Gâteau au beurre, le roi de Bretagne ou océan? Je vous l'ai dit aussi tout à l'heure, super. Ça veut dire en effet gâteau au beurre. C'est vraiment significatif des Bretons, de la nourriture et du beurre. Ok, on va continuer. Et que veut dire ya? Oui, intéressant ou non? C'est toujours la A, en effet. Ya, ça veut dire oui. C'est assez similaire à d'autres langues. Pour le coup, pour une fois, on est assez en raccord avec le reste du monde, où ya, ça veut dire en effet oui. Alors ensuite, que veut dire Morbihan? Belle terre, petite mer ou terre paisible? Alors les trois sont possibles, les trois correspondent à ces départements. Il n'y en a qu'une qui traduit littéralement son nom, BBB. Bah oui, en effet, ça veut dire petite mer. Donc la spécificité du département du Morbihan, c'est que c'est le seul département en France qui a un nom qui n'est pas français. Tous les départements ont été traduits, sauf le Morbihan qui a gardé un nom breton, qui a gardé Morbihan, donc qui veut dire petite mer. Ok, et ensuite, Kenavo, qu'est-ce que ça veut dire? Bonjour, ça va ou au revoir? C, B, B, ou. Ça ne veut pas dire ça va, ça veut dire au revoir. Ça, c'est un petit mot que les Bretons disent très facilement, même si on ne parle pas breton.
C'est un mot qu'on dit très très facilement. Kenavo, c'est assez amusant à le dire. D'ailleurs, dans les magasins, parfois on peut le dire. C'est assez sympa. C'est un petit mot qui est assez facile à dire. Donc à l'occasion, si vous allez en Bretagne, vous pourrez dire Kenavo, Brest, Demat, Trougarez. Et les Bretons seront très contents de vous entendre parler breton. Ok. Alors, on va continuer avec les symboles bretons, parce qu'on parle de la langue, on parle des paysages, mais il y a beaucoup de symboles aussi. La première, c'est l'hermine. Est-ce que vous avez déjà entendu parler de l'hermine? Bonjour, je vois dans les commentaires, bonjour, c'est Demat. D-E-M-A-T. Demat. Alors, l'hermine, c'est un petit animal sauvage, un petit mammifère qui a la particularité de rester très blanc l'hiver et d'avoir une queue noire. Et c'est la duchesse Anne de Bretagne qui a décidé que l'hermine serait le symbole de la Bretagne, parce qu'une fois, quand elle se baladait en forêt, elle a vu des chiens courir après une hermine parce qu'ils voulaient la manger. Et l'hermine, elle s'est retrouvée devant une flaque de boue. Et au lieu de la traverser, elle s'est arrêtée et elle a préféré se laisser mourir, être tuée par les chiens, plutôt que de se salir. Et Anne de Bretagne, elle a trouvé ça fascinant. Elle s'est dit, oh, c'est incroyable. Donc elle a sauvé la petite hermine et elle a décidé que ça allait être le symbole de la Bretagne. Et c'est là que la devise un petit peu est née, qui est plutôt la mort que la souillure. Donc plutôt mourir que de se salir. Et ça, c'est quelque chose que les Bretons ont très bien intégré. Ils sont très fiers, ils sont très chauvins. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'on est très fiers de nous et c'est une devise qui est assez réputée dans la Bretagne. Alors ensuite, cette petite hermine, on la retrouve sur le Gwenadu, qui est le drapeau breton. Les petites croix que vous voyez, c'est ce qu'on appelle des hermines. Et donc Gwenadu, ça veut dire noir et blanc. Noir et blanc, ce sont les couleurs historiques de la Bretagne. Vous les retrouvez partout sur le drapeau, sur tous les vêtements, plein de choses. Ce sont vraiment les couleurs de la région. Et donc ce drapeau, ça signifie vraiment l'unité, la diversité dans toute la Bretagne. On est très fiers de notre drapeau, on le montre partout. Alors ensuite, vous avez la tenue traditionnelle que vous avez peut-être dû voir sur des images, sur des photos. La tenue traditionnelle bretonne, c'est vraiment une carte d'identité. Ça dit beaucoup de la personne. C'est vraiment quelque chose qui représente le statut social, la région d'où on vient, la richesse de la famille aussi. Donc c'est vraiment une tenue qui est très importante et elle est différente suivant les régions, les différents endroits de Bretagne. Donc c'est vraiment quelque chose qui est très typique, on voit beaucoup. Aujourd'hui, on ne la porte presque plus, mais ça a été pendant un temps très très important. En plus de la bigoudaine, qui est aussi une carte d'identité incroyable. Plus la bigoudaine est haute, plus le statut social est élevé. Donc vous pouvez voir des broderies incroyables dessus. Il y a les hommes et les femmes qui peuvent la porter, mais principalement les femmes. Et elle est devenue de moins en moins populaire à partir des années 60, donc ce qui est quand même assez tard. Aujourd'hui, il y a encore quelques personnes qui la portent, mais ça reste de plus en plus rare. Par exemple, en 2000, il y avait seulement 500 personnes qui portaient la bigoudaine. Mais ça reste un symbole breton et quelque chose qui représente notre région. Je ne sais pas si vous trouvez ça joli. Dites-moi si peut-être vous trouvez ça sympa, si vous auriez envie d'en essayer une. Mais en tout cas, c'est vraiment un symbole. Et pour terminer, on a le triskel, un symbole que vous devez très certainement connaître, surtout si vous êtes déjà allé en Irlande ou en Écosse, vous avez dû le voir. C'est un symbole donc pas seulement breton, mais celtique de manière générale. Je trouve ça un peu drôle. Oui, en effet, c'est assez amusant. Donc c'est un symbole qui a plusieurs significations. Certaines personnes disent que ça représente la terre, l'eau et le feu. D'autres personnes disent que c'est le cours de la vie, l'enfance, l'âge adulte et la vieillesse. Ça dépend vraiment des personnes. Mais en tout cas, c'est un symbole qui est vraiment très représenté partout dans le monde celtique, dans la culture celtique. Alors, là, on a vu donc plusieurs symboles. On a vu l'hermine, on a vu le drapeau, le gwenadu, on a vu la tenue traditionnelle, on a vu la bigoudaine et on a vu le triskel. Et donc, tous ces symboles, vous les retrouvez sur les souvenirs qu'il y a achetés en Bretagne. Donc voilà, ici, je vous ai montré
Voilà, quelque chose des petites affaires que vous pouvez acheter quand vous venez en Bretagne. Et vous pouvez voir donc que tous ces symboles sont vraiment représentés partout, soit sur des porte-clés, sur des crayons, sur des mugs, sur des t-shirts. Euh, Tout en haut, vous avez un petit bol breton. C'est vraiment quelque chose de très typique. Vous pouvez faire inscrire votre prénom sur ces bols. Vous avez beaucoup de propositions et c'est vraiment bien. Il y a beaucoup, beaucoup de personnes en Bretagne qui ont ce bol. Et c'est fait à Pornic, en Loire-Atlantique. Donc vous voyez un petit peu le lien qu'il y a entre la région de la Loire-Atlantique et la Bretagne, même si elles sont administrativement séparées, il y a quand même un lien qui est fait. Les bols bretons sont fabriqués en Loire-Atlantique. Et donc, vous avez tous ces petits objets qui sont très sympas à ramener avec vous. Et vous avez aussi donc des aimants ou des cartes où vous pouvez retrouver des paysages typiques de la Bretagne, comme on a pu en voir au tout début de cette présentation. Est-ce que quand vous étiez en Bretagne, vous avez acheté des choses typiques peut-être? Est-ce que vous avez acheté des souvenirs avec des symboles bretons? Alors, je vois qu'on parle de Bécassine. Oui, je ne vais pas en parler aujourd'hui, mais en effet, Bécassine, c'est un personnage donc, de bande dessinée qui représentait un petit peu le breton un peu paysan, qui n'était pas forcément très très bien habitué à la ville et qui part vivre à Paris. Mais en effet, Bécassine, c'est un des symboles bretons aussi qui représente bien la culture. Ok, alors on va terminer tout ça avec les clichés sur les Bretons. Les Bretons, on a une culture très particulière en France et les Français aiment beaucoup se moquer de nous et nous, on aime bien se moquer de nous, mais un petit peu. Et donc, il y a beaucoup de clichés voilà, qui sont véhiculés, soit avec l'histoire, donc comme je vous ai dit, avec le fait d'interdire la langue, il y a beaucoup de choses qui ont été véhiculées, pas forcément vraies. Et c'est resté avec le temps, des choses sont restées, d'autres ont disparu. Et on va essayer de voir ensemble qu'est-ce qui est vrai et qu'est-ce qui est faux. Alors, le premier cliché, le premier stéréotype, c'est en Bretagne, il pleut tout le temps. Alors, à votre avis, est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Est-ce qu'il pleut tout le temps en Bretagne? C'est faux. Merci de le préciser, en effet. Alors, je ne peux pas dire que ce n'est pas tout à fait vrai, ce n'est pas tout à fait faux, mais en tout cas, il ne pleut pas non plus tout le temps. Il y a des jours où il fait très très beau, il y a un soleil incroyable et il fait très chaud, et il y a des jours où il y a de la pluie. Mais c'est vrai que ça, c'est un cliché, il y a beaucoup de personnes qui disent en Bretagne, il pleut tout le temps, mais non, c'est pas vrai, pas plus qu'ailleurs. Il faisait très beau quand je l'ai visité, eh ben oui. En Bretagne, il y a quand même souvent du soleil. L'été, il peut faire vraiment très, très chaud. Ensuite, les Bretons boivent beaucoup d'alcool. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Vrai. Je vois qu'il y a des vrais dans les commentaires. Alors, pour le coup, là, je suis obligée de dire oui, c'est vrai. Il y a beaucoup de sondages qui ont été faits, comme quoi les Bretons buvaient apparemment beaucoup d'alcool. Mais depuis quelques années, apparemment, le nord de la France a repris le dessus. Donc, il faut qu'on fasse attention, mais c'est vrai qu'on aime la nourriture, on aime les boissons, c'est pas forcément l'alcool d'ailleurs, on aime juste profiter de la vie. On a un peuple voilà, qui aime bien la vie et on profite de tout. Mais c'est vrai que d'après les sondages, on boit beaucoup d'alcool. Mais comme je vois dans les commentaires, en effet, en France, on aime bien tout ça. Ensuite, les Bretons sont très chauvins. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Beaucoup de Bretons ont vécu à Paris. Oui, ça c'est vrai. Le vin vrai, non. Alors si. Les Bretons sont très, très chauvins. Ils sont extrêmement fiers de leur région. C'est aussi pour ça que je suis là aujourd'hui. C'est parce que je voulais parler de ma Bretagne. Je voulais parler de cette région que j'aime particulièrement. Même si j'aime la France, j'aime la Bretagne en particulier. Et c'est vrai qu'il y a certaines personnes qui souhaiteraient l'indépendance de la Bretagne, tout comme le montre, c'est la petite illustration que j'ai ajoutée, We Have a Dream. Et en effet, c'est vrai que les Français sont fiers de leur pays, mais les Bretons sont particulièrement fiers de leur Bretagne. Et c'est pour ça qu'on met beaucoup le drapeau, le Gwenadu un peu partout dans tous les événements. On parle tout le temps de la Bretagne. On n'aime pas qu'on dise du mal dessus. C'est vrai qu'on est très très fiers de notre région, mais je pense qu'il a des raisons. Elle est quand même très très belle. Mais évidemment, les autres régions sont jolies, sont très belles aussi.
Ok, ensuite, les Bretons s'habillent tous en tenue traditionnelle. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Ça, je vous ai déjà donné la réponse tout à l'heure. Non, c'est faux. Aujourd'hui, c'est de la tenue traditionnelle, elle est utilisée seulement pour des événements vraiment particuliers, comme le festival interceltique, par exemple, ou pour des concours, des compétitions. Mais au quotidien, c'est plus du tout utilisé. Les Bretons s'habillent avec une marinière, un ciré, jaune de préférence, et des bottes en plastique. Est-ce que c'est vrai ou est-ce que c'est faux? Alors, je vous ai mis en exclusivité une petite photo de mon chien qui vit en France actuellement avec mes parents. Alors, je vois un oui. J'attends qu'il y ait oui. Alors, c'est plus ou moins vrai. C'est vrai que les Bretons aiment la marinière. La marinière, c'est quand même un vêtement de marin à la base. Et c'est vrai que dans les boutiques, vous pouvez trouver beaucoup de marinières. C'est vraiment un vêtement qui est très à la mode, en plus aujourd'hui, pas forcément qu'en Bretagne. D'ailleurs, c'est dans toute la France et même dans les autres pays. Mais c'est vrai que les Bretons aiment bien porter la marinière. Le ciré, donc c'est ce manteau qui se protège de la pluie, qui est très pratique quand même. Et les bottes en plastique, donc c'est très pratique quand vous faites la pêche à pied, justement, ou que vous vous baladez en forêt, c'est très bien comme chaussure. Et donc, il y a quelques années, on avait offert un petit ciré jaune à notre chien qui s'appelle Scotty, pour qu'il soit vraiment un vrai chien breton. Donc, il a son petit ciré jaune, comme ça, quand on le balade sous la pluie, il n'est pas trop mouillé, il n'a pas trop froid. Et voilà. Alors, est-ce que la marinière est le tricot ou un vêtement? Non, c'est un vêtement vraiment classique. C'est la matière, souvent, c'est du coton. C'est un vêtement comme un t-shirt. Vous pouvez en avoir des plus épaisses, mais généralement, c'est un tissu assez fin. Vous pouvez trouver en débardeur, en t-shirt, en veste. Il y a plein de motifs différents. Mais la marinière, en tout cas, c'est assez populaire. Et oui, en effet, il y a un petit jeu de mots avec la pluie, rien à cirer, dans le sens de on s'en fiche, ce n'est pas important pour nous. Ok. Et enfin, pour terminer, en Bretagne, la mer est très froide. Vrai ou faux? Oui. Alors déjà, en effet, ce n'est pas la mer, c'est l'océan. Étant donné que c'est l'océan Atlantique, forcément, c'est beaucoup plus froid que la mer Méditerranée. La mer est froide, certes, mais une fois qu'on est dedans, ça va très bien. C'est possible de se baigner, il n'y a aucun souci. Surtout quand il fait très chaud, on est bien content que l'eau soit assez fraîche. Donc j'imagine que pour les personnes qui ont déjà visité la Bretagne, vous vous êtes quand même baigné. Est-ce que vous avez tenté l'océan Atlantique? Moi, oui, du coup, j'ai l'habitude, mais non, bah, oui, il y a des non, il y a des oui. Ça dépend peut-être d'où est-ce que vous étiez. Mais en tout cas, si vous allez au niveau des côtes, surtout à Saint-Malo, à Dinan, à Vannes, à Carnac, vous pourrez vous baigner très facilement dans l'océan, il n'y a aucun problème. L'essentiel, c'est qu'il fasse chaud dehors, exactement. Et étant donné qu'en Bretagne, il fait toujours beau, donc on peut se baigner tout le temps. Alors, on va terminer donc sur sur cette belle conclusion. Je vous remercie pour ce webinaire. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses, peut-être redécouvert des paysages bretons, que ça va vous donner envie de visiter cette magnifique région. Je vous remercie pour tous vos commentaires, d'avoir participé tout ce que j'ai pu présenter. Merci beaucoup. Bon week-end. Je vous souhaite un très bon week-end. À peut-être bientôt à l'école, sait-on jamais. Et bon après-midi, en tout cas. Merci beaucoup. Au revoir. And the microphone too. Ah, j'arrive pas. Oui, j'arrive pas à l'arrêter.